Merci pour cette opportunité offerte de dialoguer avec vous et de vous présenter un certain regard sur l'évolution du numérique. J'espère que je ne vais pas parler trop vite pour, en tous les cas, les traductrices. Et n'hésitez pas à me dire de ralentir au cas où. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui de partager avec vous, c'est de comprendre ce contexte global. Nous venons de voir une excellente présentation sur les risques, sur les habitudes, les comportements de nos jeunes, et de savoir comment nous, adultes, on peut proposer des pistes de solutions pour les prémunir des risques les plus importants. Alors pour cela, j'ai prévu de vous présenter quand même le contexte, d'insister sur ce que veut dire l'hyperconnectivité et l'économie du numérique, pour s'intéresser de la façon de savoir comment la protection des données peut contribuer ou non à maîtriser ces risques. Donc se poser la question de que protéger, contre quoi, pourquoi, puis d'avoir quelques pistes de solutions. Alors le contexte, vous le connaissez, c'est celui que nous vivons de plus en plus, c'est que ce mobile qui pénètre nos foyers, qui pénètre nos poches et qui est même au plus proche de nos corps, transforme notre relation au monde, notre relation aux autres, et modifie les rapports à l'humain, et modifie même le réel et cette perception de la réalité. Cette réalité mixte de l'électronique, du numérique avec notre environnement réel va poser problème. Donc c'est le contexte général, et comment il est aggravant. Il est aggravant du fait de cette connectivité omniprésente et permanente. Alors qu'est-ce que ça veut dire avec ce smartphone qui est multifonction, qui est quand même le point d'entrée, on l'a vu pour la plupart des jeunes, dans l'Internet, alors qu'avant on avait peut-être un ordinateur dans un foyer qui était plus contrôlable. Ce téléphone qui permet l'autonomie, la socialisation, le divertissement et bien d'autres choses, est aussi favorisé comme comportement d'adoption par les parents, notamment pour faire plaisir, mais aussi pour contrôler les enfants ou pour les suivre. Dans cette hyperconnectivité, on voit cet Internet des objets qui émerge, où tout est connectable, tous les jouets notamment, et ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est connectable, c'est piratable à distance. Donc là aussi, on ouvre un champ à l'usage abusif détourné aux criminels, encore plus important qu'avec le téléphone. On voit que chaque équipement qui est connecté à l'Internet est toujours connecté à son fabricant. Il y a toujours un échange de données entre l'équipement, l'utilisateur, et le fabricant. Et là, une perte possible de contrôle des données. Ce qu'on voit aussi avec ce monde de l'Internet, où on est en connexion avec tout le monde, n'importe qui, n'importe quand et tout le temps, eh bien, ça va poser aussi des problèmes du fait qu'on a mis aussi en ligne la capacité de nuire par des logiciels dits de la cybercriminalité, et donc le passage à l'acte criminel est aussi favorisé par cette dématérialisation. Le problème, ce n'est pas tant le réseau, c'est la dématérialisation et la distance qu'on introduit entre un sujet physique et la conséquence de ces actes sur des systèmes distants. Ce qu'on a construit avec notre économie du numérique, c'est une économie de la donnée, et de la captation de données, et aussi de la captation de l'attention. On parle d'économie de l'attention. Alors effectivement, tout est fait, tout est produit pour inciter les personnes, nous aussi adultes, à être le plus longtemps connectés et de délivrer de plus de données. Et dans cette captation de données qu'on peut retrouver dans cette notion de big data, donc d'informatique aussi liée avec des plateformisation du monde, avec des plateformes qu'on peut trouver symbolisées ici par le nuage, le cloud computing. Dans cette captation de données, ce qu'on voit, c'est le potentiel de pouvoir croiser des données, traiter des données, extrapoler des données. Et c'est peut-être dans tout ce domaine du big data, de l'exploitation des données, qui pose problème. Parce que quand on va délivrer des données, on ne sait pas pour quelle finalité elles vont être exploitées, ni comment, ni par qui. Alors, on est dans ce monde de la captation de données. Vous voyez, on a développé un environnement numérique très très complexe, multi-acteurs, avec des incitations à être connectés en permanence pour cette captation des données. Alors, on a vu avec l'Internet l'abolition des frontières géographiques, c'est du local et c'est du distant à la fois. On a vu l'abolition des frontières temporelles, c'est de l'instantané. Et le problème du temps réel pose des problèmes aussi dans la compréhension et des conséquences des actes. Ce qu'on a vu apparaître, c'est cette facilité d'accès avec la mobilité et cette connexion permanente. Donc là, on a à peu près posé le problème qui a été identifié dès le premier sommet mondial sur la société de l'information en 2003 à Genève, c'est le problème de la confiance. Comment produire de la confiance alors que nous sommes dans un monde dématérialisé et qu'on peut agir caché derrière un écran et à distance. Ça fait donc plus de 20 ans que le problème a été identifié, il n'est pas encore résolu. Et derrière cette confiance, c'est la notion de sécurité et pour ce qui va nous intéresser, de la protection de la jeunesse.
Alors, non seulement cet environnement est complexe de par sa réalité, mais ce qu'on voit dans les évolutions technologiques, c'est encore plus de complexité. Pourquoi ? Parce que les technologies deviennent de plus en plus invisibles, de plus en plus petites. Et il pose le problème de comment protéger quelque chose qu'on ne voit pas. Comment protéger une violence qu'on ne voit pas non plus, toutes ces violences invisibles. Donc cette invisibilité va poser des problèmes. Un autre problème aggravant, c'est cette imbrication du monde biologique et du monde électronique. On est de plus en plus connectés, y compris avec des puces électroniques. Nos animaux domestiques sont pucés. Ce qu'on a pu voir apparaître aussi, c'est le développement des sciences cognitives qui va permettre le développement des intelligences artificielles et de capter des contenus. Et toute cette imbrication des nanotechnologies, biotechnologies, technologies informatiques et sciences cognitives, c'est qu'une aubaine pour le marché, pour développer des services aussi très personnalisés qui vont permettre de tirer parti de la captation des émotions, des comportements. Peut-être aussi on aurait pu insister sur le fait de la mobilité et du contrôle de la géolocalisation et toutes les applications qui permettent le contrôle de la géolocalisation, mais qui contrôlent le mouvement, contrôlent la vie humaine, puisque la vie est mouvement. Et donc là, on passe souvent sous silence le problème posé par la géolocalisation et tous les services de proximité que ça permet d'induire dans une logique aussi d'économie du numérique très particulière. On voit des menaces apparaître qui sont liées à l'environnement dans lequel nous vivons. Notre monde d'aujourd'hui n'est pas pire ni meilleur que celui de nos ancêtres, mais seulement il offre d'autres opportunités, y compris pour des opportunités criminelles. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est la fragilité de ce monde numérique que nous avons construit sans security by design, et c'est des environnements qui sont très vulnérables. Donc si on ajoute à ce panorama de la globalité et cet environnement vulnérable dans lequel nous pourrons subir des menaces avec des risques bien réels comme ils ont été présentés précédemment, on voit qu'on peut avoir des effets dominos et en cascade sur toute la société. Ce n'est pas que le jeune qui est concerné, c'est effectivement toute la société. Alors de ce fait, notre Internet, c'est une arme duale. Avec la dualité vient entre le local et le distant, mais aussi avec les usages licites et illicites, les usages éthiques versus les usages abusifs et détournés. Se pose le problème quand même de pouvoir contrôler ces mauvais usages ou ces mésusages de l'Internet qui vont s'opposer au modèle économique des plateformes et du monde économique dont toute la rationalité vient de l'exploitation des données. Donc on est dans un esprit d'ouverture, d'exploitation des données et on se demande comment restreindre cette exploitation des données. Donc cette économie du numérique va demander, en termes de protection, une volonté politique forte et l'implication des acteurs économiques. Alors, du point de vue des usages, je vois bien que cette liste n'est pas exhaustive et elle a été très bien rappelée précédemment. On voit bien que pour tirer parti des opportunités, il faut mettre sous contrôle les nuisances. Et peut-être un des risques qui me semble important, c'est la personnalisation des contenus. Et c'est vrai pour des jeunes, mais c'est vrai également pour nous adultes, parce que ce qui fait société, c'est la base commune d'information, la base commune de compréhension. Or, comment maintenant avoir une base commune d'information, de compréhension de la réalité de notre société si chacun d'entre nous disposons de contenus orientés en fonction des besoins du marché ou des besoins politiques. Et la question qui se pose, c'est de savoir finalement que faut-il protéger les jeunes par rapport à qui? Par rapport aux adultes, par rapport aux jeunes entre eux, par rapport à la dimension économique et du marché ou par rapport au monde politique. Donc ces problèmes d'éducation, me semble-t-il, est au cœur de cette problématique, du fait qu'on voit apparaître notamment avec des assistants personnels la capacité de fournir des contenus pédagogiques. Et là, on est en train encore de brouiller des frontières où l'algorithme, où l'écran, où la boîte, le boîtier se substitue aux parents, à l'éducateur, à la babysitter. Donc on voit apparaître aussi ce potentiel de dilatement des liens intrafamiliaux, mais aussi entre les personnes. Et en fait, c'est le dilatement de ce qui fait l'humain. Alors si on s'intéresse aux usages du point de vue des fournisseurs, on voit bien et on l'a bien compris que ces fournisseurs de technologies, de plateformes ont un intérêt économique à fournir des services qui seront consommés par les utilisateurs. Et on est dans une logique de fourniture de services qui relève des mécanismes d'addiction à la consommation de services. Et là, on est à affaire aussi à un autre problème d'une autre nature que du mésusage des informations. D'où l'intérêt
l'intérêt de se prémunir de ces services par une éducation également et par d'autres pistes. Ce qui me semble aussi poser problème dans ce point de vue de fourniture des services, du point de vue des fournisseurs, c'est qu'ils n'ont pas vraiment consacré beaucoup de ressources à la sécurité de leurs produits. On voit que toutes les plateformes et les grosses plateformes, les gros acteurs de l'Internet ont été piratés. Ils ont fait l'objet de piratage, de vol de données. Ça se compte par millions de comptes utilisateurs. On a vu que la Barbie connectée aussi a eu ces plateformes connectées, tous les jouets connectés. Je peux vous dire, je n'avais pas fait la liste, mais toutes les plateformes avec les jeux en ligne, les jeux connectés ont fait l'objet de piratage massif, donc des détournements des données personnelles des utilisateurs. Ce qui est important, me semble-t-il, aussi, c'est de comprendre le rôle du pouvoir économique auprès des jeunes via les influenceurs. Et les influenceurs, pour moi, sont peut-être une source de problèmes à venir dans le terme de formatage du comportement, du formatage de la pensée unique et de la non-diversité. Et là, comment encadrer les influenceurs et comment ne pas faire rêver des jeunes de devenir aussi influenceurs en leur faisant miroiter des gains économiques importants. On voit également que dans ces influenceurs, et notamment via les influenceurs, mais pas que, cette hypersexualisation des environnements, une mise en valeur aussi de tout ce qui est trait à la beauté, au conformisme, à la musculation, enfin à cette pensée qui pourrait aller peut-être même jusqu'à l'eugénisme. Ce qui semble aussi poser problème, c'est qu'on n'a que la bonne foi et la parole de ces fournisseurs de services pour nous dire que les données ne sont pas stockées, collectées, traitées. Et on voit aussi que malgré le fait que certaines plateformes interdisent l'accès aux jeunes de moins de 13 ans à des services, la réalité est tout autre et de plus en plus jeunes sont connectés et sont connectables. Comment se prémunir du marketing abusif? Et là, on voit aussi que les questions que ont posées la réglementation générale sur la protection des données, qui quand même aussi vient en aide pour parler du marketing abusif, des publicités, de la revente des données aux annonceurs. Comment empêcher le croisement des données de différentes sources quand on a un fournisseur hégémonique du net qui propose toute une panoplie de services dont les données peuvent être croisées, stockées, etc. Donc on voit le potentiel d'instrumentalisation des jeunes à des fins économiques, voire politiques, voire de terrorisme. On voit également que ce problème est là pour durer et qu'il nous faut des mesures de protection. Le problème de la protection, c'est qui va payer pour la protection, qui est responsable de cette protection et quelles sont, nous, les mesures de contrôle qui nous permettent d'assurer cette protection d'une façon correcte. La question que je me suis posée en préparant cette conférence, c'est de se poser la question, est-ce que la protection des données peut résoudre tous les problèmes? Et j'ai eu presque l'illusion peut-être de dire que finalement, on va pouvoir déplacer le problème de toute cette cyberviolence, des cyberproblèmes envers des jeunes en mettant des mesures techniques. Et en fait, c'est l'erreur qu'on pourrait faire si on s'intéresse uniquement qu'à la technologie. Et on voit bien que le problème généré, même s'il est généré par la technologie, ne va pas trouver sa réponse par une technologie. La technologie peut permettre certains contrôles, certaines limitations, mais ne va pas résoudre le problème. Alors en fait, je me suis demandé finalement qu'est-ce qui va nous intéresser dans l'Internet en tant que citoyen, c'est de pouvoir assurer cet espace de liberté qu'est l'Internet, cet espace de liberté, d'expression, mais cet espace de création et cet espace de développement personnel. Alors pour y répondre, il faut comprendre, si on s'intéresse à la protection des données, d'où viennent ces données, comment elles sont produites, par qui et qui peut les contrôler, parce qu'on ne podra sécuriser ou contrôler que ce qu'on maîtrise. Donc s'intéresser à l'origine des données, on l'a vu tout à l'heure aussi, l'individu, de par aussi ses mouvements, ce goût, ses activités, les contenus, son corps. On voit bien, on a les montres connectées qui vont fournir des données physiologiques qui peuvent être exploitées pour aussi produire des contenus. C'est tous les objets qui sont commercialisés et qui vont permettre certains usages. C'est tous aussi les objets qu'on croise dans notre espace public en se déplaçant ou en consommant. Et ce sont effectivement les institutions qui vont avoir un rôle à jouer dans la protection des données. Parce que ce qu'il faut savoir maintenant, c'est la capacité de croisement de l'ensemble de ces données, de l'ensemble de ces sources, qui pose problème avec le big data, le cloud computing et toute cette vie algorithmique dont on nous promet qu'elle sera meilleure. Ça, je ne s'en suis pas sûre. Aussi, dans les données, on voit bien que celles que nous sommes conscients de délivrer, que nous offrons avec plaisir ou que nous partageons, c'est les données, nos contenus, mais c'est aussi toutes les données qui sont collectées à notre insu, qui sont complètement invisibles. Donc comment demander à l'utilisateur de protéger des données dont il ne sait même pas qu'elles existent? Et c'est celles-ci qui sont, à mon avis, exploitées à des fins abusives, notamment commerciales. Et c'est toutes les données construites
par recoupement, par programme informatique, dont on va dire construite par algorithme. Et là, la responsabilité de la protection, elle est déplacée de l'utilisateur aux fournisseurs de services, à ceux qui maîtrisent les données, et à toute cette chaîne d'acteurs. Donc finalement, on voit ce paysage multi-acteurs, un problème excessivement complexe, et on voit bien qu'on pourrait avoir des îlots de mesures qui peuvent être apportées, notamment par l'éducation, la culture, autres, puis des mesures techniques, mais au final, c'est comment assurer la chaîne de protection globale sur l'ensemble. Donc comment assurer la cohérence et la complémentarité des mesures qui vont être des mesures d'ordre juridique, économique, politique et puis technique. Et en fait, au final, c'est peut-être se réapproprier cette notion de vie privée, puisque si on a la protection des données, est sous-jacente cette notion et cette question de protection des données. Alors, ici, je vais passer très très vite, c'est juste pour nous rappeler ensemble que l'information numérique est doublement vulnérable puisqu'elle est liée à son support matériel, hein, c'est peut-être une clé USB, un ordi, un téléphone, etc., et sa représentation logique. Et on voit bien que ces besoins de protection vont différer en fonction de la position où on se trouve et des besoins. Et ce qui va être difficile pour assurer cette protection, c'est de cerner les besoins, et on n'a pas besoin du même niveau de protection tout le long du cycle de vie de l'information. Et dans ce cycle de vie, on a une création de données, aussi on a une destruction de données. Donc il faut comprendre que même sur un point de vue informatique et de point de vue usage, on peut avoir des besoins de protection qui seront divergents et qui vont varier dans le temps. Et donc penser que la solution est très difficile à mettre en œuvre, et qui dit difficulté, dit nécessité d'investir dans cette sécurité. Et je peux vous dire que en étant dans la sécurité depuis un sacré nombre d'années, le problème c'est de savoir qui va payer la sécurité. Et je pense que la question fondamentale reste là, une question économique aussi et d'organisation. Alors pourquoi les technologies sont finalement faillibles ? Parce qu'elles ont été souvent développées dans une logique de captation du marché, d'être le premier sur le marché de l'application, de la nouveauté, de l'innovation, de la captation d'un utilisateur. Et on a vu aussi cet engouement par rapport à cette adoption du numérique, y compris par toutes les institutions, notamment pour des problèmes de réduction de coûts, mais aussi d'attractivité. Donc la sécurité, elle a toujours été laissée pour compte, ou souvent en tous les cas. Il y a des failles de sécurité. Le premier pacemaker qu'on a mis sur le marché qui était connecté, il a été conçu pour être piratable, c'est-à-dire sans mesure de sécurité. Pourquoi ? Parce que le compromis a été fait de privilégier la facilité d'accès ou l'utilisation du pacemaker connecté au détriment de la sécurité, du problème de batterie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les objets connectés, pour avoir de l'autonomie, il faut avoir une puissance de batterie nécessaire. Et souvent, pour optimiser la performance, y compris des batteries, pour que la batterie dure plus longtemps, on ne met pas de mécanisme de sécurité. Et le problème, à mon avis, il est là, dans toute la façon dont on a conçu la sécurité, et on l'a vu avec les failles des processeurs Intel, on a privilégié la performance technique du processeur que sa sécurité. Donc il y a des failles, et elles sont là pour durer. On voit que ces configurations sont souvent mal gérées. C'est difficile de configurer un téléphone, de configurer des applications, des services. On voit que ces systèmes peuvent être attractifs. On a cette connectivité étendue et ce potentiel de proximité criminelle. Ce qui, à mon avis, aussi pose problème, du point de vue de la nuisance, c'est la possibilité d'être anonyme sur Internet. Et cette anonymisation des acteurs de la communication peut être un facteur aggravant des problèmes de sécurité, voire de protection. On est dans ce monde virtuel où le modèle d'affaires est basé sur l'exploitation des données. Alors une fois qu'on a dit ça, finalement, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors effectivement, du point de vue de la sécurité, on peut mettre en place des mesures techniques qui sont souvent d'ordre du chiffrement, mais qui sont difficiles à mettre en œuvre de par l'utilisateur. Les techniques de sécurité, elles existent depuis très longtemps, elles sont très peu utilisées d'une façon courante. Ce qu'on sait faire en technique de sécurité, c'est assurer la disponibilité des systèmes, l'intégrité des informations des systèmes et la confidentialité. Et ça, on devrait pouvoir le faire dans différentes phases du cycle de vie de l'information, la collecte, la transmission, le traitement, le stockage, la restitution, et là j'aurais pu mettre la destruction de l'information. Mais pour que ces outils soient mis en œuvre, il faut des procédures, il faut des outils, il faut une volonté. Donc là je pense qu'on a encore des efforts à faire pour mettre à disposition de la population et des utilisateurs des applications, des objets, des services technologiques qui permettent de protéger les données.
Une fois qu'on a ces services, il nous faut quand même aussi pouvoir appliquer ou s'assurer que la protection des données est effective. Et pour ça, on a besoin effectivement d'un cadre juridique et de loi. Mais pour que le cadre juridique soit effectif, il faut qu'il soit applicable, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des structures de justice et de police qui permettent d'assurer cette application de la loi. Et là aussi, il y a sans doute de gros efforts encore et des investissements à faire dans cette coopération qu'on pourrait trouver au niveau local, national et international, mais aussi dans la formation des enquêteurs, des enquêtrices, dans la capacité aussi de faire confiance à la population que lorsqu'il y a une plainte qui sera déposée, elle sera suivie. Donc là, c'est des choses qui sont traitées ou qui sont en cours d'être prises en compte, mais qui vont prendre un certain temps pour que ça devienne effectif au niveau de la population. Alors, on voit cette loi sur la protection des données en Suisse qui est en cours de révision, mais ce qui me semble important, c'est renforcer les amendes et les pénaliser, et c'est aussi pénaliser les personnes, pas que les entreprises, parce qu'une amende, c'est certes peut-être rédhibitoire pour certains, mais ceci dit, la responsabilité pénale et civile des personnes qui ont un mésusage des données devrait être aussi plus fortement, en tous les cas, contrôlée. Donc se pose le problème en termes de collaboration avec les instances de justice et de police et les entreprises privées qui détiennent les données, c'est l'accessibilité à ces données pour retrouver toutes les traces numériques qui permettraient de mener une enquête à son bien, à sa fin. Donc se pose le problème de la coopération, que ce soit au niveau national ou international, et de l'entraide entre les secteurs privés et le secteur public. Et ça nous nécessite bien sûr des outils, des compétences et des services adoptés. Alors j'espère que je n'ai pas encore été trop vite et que ça va, que je ne vous ai pas trop perdu, mais ce que j'essaye de faire, c'est de dresser un panorama et de vous montrer la complexité du panorama et peut-être pour mettre en évidence nos besoins fondamentaux. Alors, quels sont, une fois qu'on a compris ce monde numérique qui est là pour durer, dont on aimerait en tirer parti des opportunités en mettant les risques sous contrôle, vous voyez bien que les risques que j'ai cités sont ceux sur lesquels toute la population est confrontée. C'est un facteur aggravant pour les jeunes, pour les plus jeunes, mais ceci dit, quand on parle des jeunes, on parle des familles, on parle de la société. On voit bien qu'on a des enjeux à très court terme. Il faut être pragmatique, il faut trouver des solutions maintenant. C'est maintenant qu'il y a du cyberharcèlement, c'est maintenant qu'on construit les capacités de nos jeunes à pouvoir évoluer dans le monde numérique et dans le monde réel. Donc ces défis et ces enjeux sont à très court terme, mais aussi vont avoir un impact à long terme. Et on doit être capable de gérer les besoins immédiats et les besoins à plus long terme. Donc d'avoir cette vision aussi globale et pragmatique. Alors, maintenant, j'ai envie de dire, on a des opportunités, mais finalement, au regard des risques annoncés, au regard de la déstabilisation que nous avons, nous, en termes de société, on n'a pas parlé de l'emploi, de la modification des emplois, de notre relation au monde, etc. Est-ce que finalement, ce système numérique que nous mettons en place, nous devenant de plus en plus dépendants, dont on a pu voir ces multiples interdépendances, ne va pas produire à moyen terme, je dis bien à moyen terme, un effondrement de la société. Tout ce qui fait repère aujourd'hui sont basculés, sont transformés avec le numérique. Donc quel est le laps de temps dont on a à disposition pour se réapproprier ces ruptures technologiques et pour que penser que ces ruptures puissent être réellement porteurs de mieux-être et de bien-être, y compris sur le long terme. Et là, je pense qu'on a des enjeux de société très importants. Sans vouloir s'attarder sur les risques, on voit bien qu'on a des possibilités d'atteindre à l'intégrité morale des plus jeunes et aussi à l'intégrité physique. C'est une atteinte à la santé des personnes, et ça va bien au-delà des impacts sur l'enfant. Donc ce désastre du numérique, pensez quand même dans cette vision de société comment faire société avec des technologies que nous ne maîtrisons pas. Les champions suisses ou européens du numérique, on ne les connaît pas encore. Ils vont peut-être venir, mais on a quand même pris un retard considérable, c'est-à-dire qu'il faut qu'on compose avec des acteurs dont le pouvoir sont dans des mains d'acteurs donc étrangers, notamment états-uniens, de plus en plus chinois, et on voit la problématique et la bataille que se livrent les Américains et les Chinois pour la 5e génération de téléphonie. Mais cette bataille-là, ce n'est pas qu'une bataille de l'infrastructure, c'est la bataille de la captation des données, de la traçabilité et du contrôle. C'est ce que va permettre la 5G. Alors,
dans ce contexte, comment revenir à notre protection des données et comment cette protection des données va permettre de lutter contre des cyberviolences, contre l'exploitation abusive des données et peut-être contre la fatalité du numérique. Et alors là, j'ai envie d'insister sur le fait qu'on ne peut protéger que ce que l'on maîtrise. Donc se réapproprier cette notion d'autosuffisance numérique et de contrôle des applications, si on ne contrôle pas les infrastructures, le téléphone on n'en fabrique pas, nos infrastructures de téléphonie, de télécommunication sont ce qu'elles ont, mais en revanche, nous on est capable de développer des systèmes et de développer des applications qui permettent d'être contrôlées par les utilisateurs et par de l'endroit où nous sommes. Et on est par le droit aussi capable d'imposer un stockage des données sur un territoire national, voire européen. Donc on ne va pas parler de la protection des données pour résoudre des problèmes de santé, de vision, de posture, de développement psychomoteur, ni des impacts des ondes électromagnétiques. En revanche, la protection des données va nous permettre d'insister sur le droit à la vie privée, si vraiment ce qu'on souhaite. Souvenez-vous des discours des patrons de Google, Facebook et tous les autres. Il y a à peu près 5 ans encore, ils insistaient sur le fait que c'était la fin de la vie privée, que c'était l'utilisateur qui le demandait. Moi, on ne m'a jamais demandé mon avis sur la vie privée, mais c'était leur slogan. Mais regardez le marketing qu'ils font de leurs services et de leur dernier téléphone, c'est de recentrer sur la vie privée. Et regardez aussi, écoutez leur discours, ils s'opposent comme agence onusienne ou presque, c'est presque la Croix-Rouge du numérique, hein, les Google, les Facebook et les Microsoft. Donc là aussi, on a un décalage entre le discours marketing et le poids des photos. J'adore la dernière pub de l'iPhone, hein, mais seulement, ce n'est pas la réalité. Donc il y a ce décalage entre l'image qu'ils projettent, leur modèle économique, la façon dont ils tirent profit du numérique et les services. Mais en revanche, on voit bien que si l'utilisateur est exigeant, ils essayent d'y répondre au mieux. C'est des businessmen, donc ils veulent faire du business. Et c'est à nous de se réapproprier de nos véritables besoins et nos fondamentaux pour leur imposer les services qu'ils pourraient nous fournir. Et on l'a vu quand même avec le RGPD, on l'a vu aussi avec des applications qui permettent de contrôle du temps de connexion ou des choses comme ça. Donc on voit bien que le poids de la société civile est important et c'est vraiment à la société civile d'agir pour exprimer des besoins et de dire la technologie, c'est jusque-là et pas plus loin. Et ce n'est pas parce que la technologie est disponible qu'on doit l'utiliser. Donc moi je revendique aussi des nouveaux droits qui seraient le droit à la déconnexion, c'est ce que je propose comme nouveau droit humain, le droit à la déconnexion, ce qui veut dire le droit de ne pas être sous surveillance. C'est ce que les Français il y a une dizaine d'années ont proposé sous le terme de le droit à l'oubli, qui a été réinscrit dans le RGPD avec le droit à l'effacement des données. Donc on voit bien que s'il y a une mobilisation, il y a des actions qui peuvent être positives et plus tôt on les prendra ces actions, plus on aura la reprise du contrôle. Donc il faut aussi adopter des comportements cohérents, peut-être restreindre les usages, peut-être bloquer certains services. Et se poser la question de savoir est-ce qu'on a envie de vivre dans une société sous surveillance comme les Chinois l'ont avec le crédit social, parce que la technologie elle est là, elle est disponible et à mon avis du fait aussi de cette implication et cette habitude que nous avons pris de nous photographier et de faire du selfie, toutes les données biométriques sont dans les mains des acteurs privés, hein. Donc savoir qu'est-ce qu'on va en faire et comment. Et le fait de taguer, d'étiqueter des photos, de retrouver des personnes, de faire de croisement de données, la technologie elle est là. Mais c'est à nous, utilisateurs, de refuser les usages. Et il me semble aussi qu'on doit s'opposer à tous les usages de la biométrie tels que proposés, y compris sur du divertissement. Alors, pour un avenir plus serein, c'est de se poser la question comment anticiper, comment agir et comment réagir. Alors, pour l'anticipation, je pense qu'on a pris un petit peu de retard, mais ce n'est pas parce qu'on a pris du retard qu'on ne peut plus rien faire. Et quand même anticiper de tout ce que ça veut dire, ces usages du divertissement, notamment de modification, on l'a vu sur des réseaux comme TikTok, ou de modification de l'apparence, le fait de pouvoir faire, on va le traiter dans les workshops, de fake news, de deepfake. Mais pourquoi c'est possible? Parce qu'on a les informations, parce que les fournisseurs de services ont les données, les figures, ils ont la capacité informatique de faire modifier facilement et de donner service à l'utilisateur pour avoir d'autres postures, un autre corps, un autre visage et d'autres paroles. Donc la technologie est là. Donc anticiper des usages déviants de ces technologies.
Et comment anticiper? C'est-à-dire si on ne veut pas être plongé dans ce numérique qui nous submerge et puis être toujours en réactivité par rapport à des nouveaux services qui sont quand même proposés d'une façon très attractive, c'est de se poser la question de comment exister sans laisser de traces numériques. Parce que la génération qui est née, là, dont on parle, des 9-10 ans et quelques, ils n'ont connu que ça, que ces réseaux sociaux. Donc, leur faire prendre conscience qu'il y a une vie en dehors du numérique et réapprendre à ne pas laisser de traces numériques. C'est peut-être là notre effort d'éducation et peut-être aussi insister sur refuser la digitalisation de l'enfance et refuser de substituer un parent, un aimant, un soignant, de refuser que le fait que la personne, le lien avec la personne soit complètement substitué par un lien avec un écran. Et ça, c'est notre devoir d'adulte peut-être. Penser en termes de décroissance numérique, je vais y revenir un petit peu plus tard. Alors, j'ai mis comme une boutade vers une école sans écran. Ben oui, il faut faire des activités avec les écrans, mais aussi sans les écrans. Et ce pouvoir se passer des écrans, c'est quand même la meilleure chose pour apprendre à maîtriser les écrans. Donc ne pas oublier que de faire du tout écran ou du tout informatique, ça ne va pas solutionner le problème, ça va plutôt l'augmenter. Donc ce qu'on souhaite, c'est effectivement être ancré dans la réalité pour un développement durable de la société. Penser que la bonne foi des fournisseurs ne va pas suffire et donc il faut se donner les moyens, et ça c'est l'action, de pouvoir contrôler les usages qui ont été faits, de contrôler les données. Et la loi sur la transparence peut aussi aider. Donc avoir des outils juridiques, des outils d'application du droit et des outils de contrôle. Et de se poser la question de savoir quand on met du contrôle, qui contrôle celui qui contrôle, qui surveille le surveillant. Donc là aussi des problèmes organisationnels importants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeune, l'enfance, la jeunesse, c'est quand même un marché en pleine expansion. Et ça, c'est aussi une réalité économique dont il faut tenir compte. Ce qui me semble aussi peut poser problème dans les types de solutions fournies par les fournisseurs de plateformes ou de jeux ou quoi que ce soit, c'est des outils qui permettent de surveiller la gestion du temps. Et dans cette gestion du temps, en fait, on apprend l'enfant ou le jeune à faire de la quantification de son autosurveillance. Et les données issues de cette quantification peuvent être exploitées aussi et détournées. Donc là, on voit bien que la complexité de la protection des données, y compris avec des mesures qui, soi-disant, permettent de solutionner des problèmes ou d'apporter une brique de solution. Alors justement, puisqu'on parle de résolution des problèmes, pour résoudre un problème, il faut vraiment le comprendre. Donc là, on est en train de prendre conscience qu'il y a un problème, le problème est là pour durer et qu'il faut faire quelque chose. Donc ça, c'est une bonne chose. On voit de plus en plus d'enquêtes, de forums comme celui-ci qui permettent cette appropriation du problème. La résolution du problème va passer par une volonté politique. Et au-delà de la politique, moi, ce qui me semble aussi pose problème, c'est la culture du numérique. Et cette culture qui est partagée ou pas, ou qui est inculquée. Et dans cette culture, il manque beaucoup le mot de bienveillance. Et j'aimerais bien le réintroduire, y compris dans l'éducation, y compris dans la bienveillance, y compris dans la façon de penser la technologie. Et nous, à l'université, on a un rôle majeur, effectivement, dans l'éducation des jeunes par rapport à ces problématiques-là, mais la façon dont ils vont contribuer à concevoir le monde de demain. On est tous responsables, je n'ai pas dit qu'on était tous coupables, mais tous responsables, et on doit mettre en place peut-être ce qui pose un grand défi à l'heure actuelle, c'est la coordination de toutes les initiatives. On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de bonnes idées, y compris de la société civile, y compris des bénévoles, y compris de la police, y compris des écoles et des enseignants qui vont promouvoir cette éducation aux médias. Seulement, on voit qu'il manque peut-être un peu de coordination, de collaboration, afin d'éviter la duplication des efforts. Ce qui me semble important dans cette chaîne de responsabilité, dans cette vision du monde, c'est de profiter de ce magnifique élan de la jeunesse envers le climat, envers la protection des ressources, la protection de leur environnement, de profiter de cette locomotive qu'on a essayé, nous adultes, de mettre en place depuis plus de 20 ans avec le sommet de Rio, c'était il y a plus de 20 ans, on en commence à s'approprier cette problématique, et bien d'inscrire la problématique de l'économie, de l'écologie, du numérique dans une philosophie du numérique avec le climat. Les deux choses sont indissociables. On va produire et on produit une quantité de déchets électroniques, on consomme des ressources qui sont aussi abusives peut-être dans nos usages numériques. Donc faire prendre conscience que le numérique, ça peut rendre des services à condition de cadrer les pratiques, à condition de pouvoir réguler, mais aussi à condition de faire un usage bienveillant des matériaux de la terre, de l'environnement,
et se réapproprier les usages numériques par rapport au climat. Pourquoi? Parce que les fermes de serveurs, le message Gmail qui est recopié 8 fois et distribué et à l'infini, ça consomme des ressources énergétiques fondamentales. Et c'est peut-être un moyen de se réapproprier les usages du numérique et de faire sentir à la jeunesse qu'il y a des vrais enjeux. Alors, il nous faut bien sûr pour ça cette culture, cette éducation qui est un projet de société. Ce n'est pas que les jeunes, ce n'est pas que les enseignants, c'est toute la population. Et c'est nous aussi adultes qui ne sommes pas du métier à partager ces informations avec le reste de l'information pour notamment cet esprit de discernement, pour savoir qui produit une information ou une désinformation. C'est savoir décoder les images, les vidéos, peut-être les métadonnées, comment les produire, comment avoir différents niveaux de lecture. Et en fait, il ne faut pas éduquer qu'au codage de l'information à l'informatique, mais c'est éduquer à décoder ce qui se passe derrière l'écran. Et là, il y a un grand chantier de sensibilisation. Donc peut-être aussi réfléchir en termes de valeurs. Quelles sont les valeurs de société? Quelles sont les valeurs que nous voulons défendre? Qu'est-ce qui sera être du bon vivre au XXIe siècle en Suisse et dans le monde? Donc peut-être se réapproprier ces notions de vie privée, de liberté d'expression, de protection des droits humains, de parler d'un peu d'éthique, d'usage, de respect et de bienveillance. Alors, d'un point de vue des technologies au service de la protection des données, je vois plusieurs problèmes. C'est ceux liés à la disponibilité des technologies de services appropriés. Je dirais à chaque âge, une technologie et des services appropriés. On peut avoir même une classification, aider pour les plus jeunes, interdire peut-être le téléphone à l'école, on l'a vu, ou interdire l'accès à certains services en fonction des tranches d'âge, pouvoir réguler ça et mettre aussi dans ces applications offertes aux plus jeunes ces technologies qui permettent ce contrôle. Donc agir en amont pour avoir par nature, par conception, par ce qu'on dirait en anglais by design, c'est la protection des données, cette sécurité et cette protection de la vie privée. En revanche, va se poser le problème de la gestion des identités et de savoir qui se cache derrière une identité, un pseudo. Et ça, c'est un problème très très complexe, même d'un point de vue technique. Mais si on arrive à résoudre le problème de gestion des identités, on va résoudre beaucoup de problèmes du numérique, y compris pour les adultes. Savoir résoudre aussi la gestion des contenus pour éviter les contacts inappropriés avec les plus jeunes. Et ça va demander de la discipline et des volontés d'agir. Donc on a aussi toute une chaîne d'actions à faire pour prévenir, pour protéger, pour réduire les risques. Et on a des pistes de solutions. En revanche aussi, ces pistes sont souvent délaissées, celles de l'accompagnement par rapport aux usages, par rapport à l'accompagnement aussi des enseignants ou des personnes en charge de la jeunesse. C'est aussi pouvoir détecter les problèmes, y répondre mieux, puis faire évoluer cet environnement en fonction des risques et des risques et puis des opportunités technologiques. Alors juste peut-être pour finir, se dire effectivement, pour moi c'est quand même un slogan fort, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, ça existe depuis la nuit des temps et ça a été repris par la communauté européenne et la Commission européenne. La vie privée doit rester privée. Je pense qu'une fois qu'on a compris ça, on peut aussi mettre en place toutes les mesures d'éducation par rapport aussi à la prise de photos, la mise à disposition de photos par d'autres. Il y a quelques années, j'étais au Japon. Il serait venu à personne à l'idée de fumer dans la rue ou de cracher par terre. Les amendes ont été dissuasives, ni de mettre la photo de quelqu'un d'autre sur un réseau social. Donc là aussi, on voit bien que cette culture de société est importante. Et je veux dire que les perspectives que nous avons devant nous sont fabuleuses, mais c'est un véritable chantier pour nous apprivoiser les écrans, pour apprendre à s'en servir, et puis aussi pour apprendre à s'en passer. Et je vous remercie de votre attention et je suis là pour quelques questions. Et je serai là avec vous toute cette journée.